Erwan va vous montrer, on a demandé à ce qu'on ait à nouveau un état de la technique et qu'on puisse repartir de la technique pour avoir les implications de l'intelligence artificielle, en particulier les implications en termes de relations humaines ou de pouvoir. Donc Erwan va vous montrer un certain nombre de documents. Il a eu la chance ou le privilège ou le malheur, je ne sais pas comment le traduire, d'être à Las Vegas dans cette grande foire qu'est le CES et qui montre à la fois des choses très, très artificielles et des choses qui concernent notre avenir numérique. Puis ensuite, je céderai la parole à Bertrand et pour faire de manière un petit peu plus classique, puisque je ne sais pas faire autrement, Nicolas dira un petit mot de conclusion et ensuite je ferai une conclusion générale. Conclusion générale dont je vais faire un teasing de fou, de ouf, comme diraient mes enfants. Nous avons... ne partez pas, je le dis, parce qu'il y a des gens qui partiront. Nous, si jamais vous avez la possibilité de nous aider dans les paniers de quêtes qui sont à la sortie, nous en serions ravis. Voilà, je fais court, mais c'est ça. Alors, on va donc commencer dans un voyage en Californie, dans le pays le pays du bon goût, du kitsch, Las Vegas, là où il y a oui. Venise. Au Bellagio, mais si un jour vous avez l'occasion d'aller au Bellagio, Venise a simplement un canal qui sent l'eau chlorée et qui est bleu ciel. Si vous trouvez ça à Venise, appelez-moi parce que je voudrais savoir où c'est. C'est au Vénédien, le Bellagio. Oui, c'est au Vénédien, oui, pardon, excusez-moi. Avec aussi une vision romaine au César Palace qui est quand même très étrange. Mais je vais donc passer la parole à Erwan. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors effectivement, la table ronde précédente a été de très haute volée. Je pense que je vais ramener la moyenne à des altitudes proches du sol, mais c'est l'objectif qu'on s'est donné, c'est de vous donner un certain nombre d'éclairages extrêmement concrets sur ce que sont ces techniques, là où on en est, ce qu'on peut en faire et peut-être remettre un peu d'ordre dans la mystification qu'on a de tous ces sujets, puisqu'on a vu très loin. Alors c'est important d'avoir la vision, mais c'est peut-être aussi important de savoir là, maintenant, où on en est. Alors, vous avez tous eu l'invitation sur fond bleu, là elle est sur fond blanc, mais vous avez vu ce petit robot, je me suis dit à un moment donné, c'est un truc, c'est un photomontage, et donc j'ai envoyé la photo sur Google, et Google m'a trouvé effectivement d'où ça venait. Et alors ça vient d'où? Ça vient d'une opération qui s'est faite en septembre 2017, et vous avez ici un orchestre dirigé par ce robot, donc c'était pas du tout de la flûte. Donc Andrea Bocelli chante, dirigé par le robot, et ce que je vous propose d'écouter juste après, c'est ce que dit le chef d'orchestre, l'homme de l'art. To find time to understand his movements. Then, when we found the way, everything was pretty easy, and the flexibility of the arms of Yumi is absolutely unthinkable, not even incredible, unthinkable for a machine. It is absolutely fantastic. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu un robot diriger de la musique, on va revenir effectivement à un tout petit peu d'histoire très rapide. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Un peu ses mécanismes. Ceux qui sont des spécialistes m'en voudront peut-être, mais je vais vraiment être extrêmement concret. L'intelligence artificielle, c'est un démarrage qui a lieu à peu près dans les années 50, même s'il y a eu des prémices auparavant. Ces trois personnes, Alan Turing, John McCarthy, qui donnera son nom à l'intelligence artificielle, et Marvin Minsky, que vous voyez ici avec un robot dans des années noir et blanc, et effectivement John McCarthy avec son jeu d'échecs. Donc c'était déjà un objectif à l'époque. Alan Turing est le savant ou le mathématicien qui a réussi à craquer Enigma pendant la guerre et qui a permis, selon un certain nombre d'historiens, de raccourcir la fin de la guerre à 2 ans. C'est celui qui a décrypté le code. Alors, qu'ont fait ces personnes? Elles ont d'abord observé le fonctionnement du cerveau, les neurones, les synapses, le fonctionnement neuronal. Ça a été un premier point. Et deuxièmement, c'est des gens qui connaissaient la technologie. Alors à l'époque, évidemment, vous n'aviez pas de microprocesseur comme je l'ai mis là, mais il y avait des lampes et donc il y avait cette capacité à induire finalement le neurone, le synapse, le fonctionnement neuronal dans une puce informatique. Ça a été le point de départ de leur réflexion. Et après, ils se sont posé la question de savoir comment ça se passait. Et donc, on va schématiser extrêmement ce qui est en train de se passer. Alors, c'est quoi une intelligence artificielle? Vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'un processus intelligent, il s'agit de l'intelligence artificielle qu'on a mis dans une puce. Donc déjà là, on reviendra plusieurs fois sur cette notion d'intelligence. On est sur une pâle copie, ou peut-être demain une copie très évoluée, mais on n'est que sur une copie. Alors, qu'est-ce que va faire cette copie? On va lui apprendre, on parle de learning avec l'intelligence artificielle,
et on va lui apprendre à partir de l'image. On va lui montrer une première image que vous voyez, c'est un chat blanc. Et ma ligne sera effectivement toujours la photo et vous verrez pourquoi. On va lui dire ceci est un chat blanc. Et du coup, cette machine, ce système d'intelligence artificielle, une fois qu'il a enregistré la chose et son nom, est capable, quand vous allez lui représenter la chose, de dire c'est un chat blanc. C'est sa caractéristique. Elle apprend. Et elle apprend de l'image. Alors, vous allez me dire, un chat blanc, c'est un peu court. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne beaucoup de chats à manger. Un siamois, un deuxième siamois, un ignoble petit chat sphinx, un chat persan qui est tout à fait ridicule, un chat noir stylisé, un angora, un chat noir de gouttière, et puis, osons tout, moi je lui ai collé une girafe. Donc, on lui donne tout ça, on lui dit que c'est des chats noirs, et lui, il enregistre, il dit ça, etc. J'ai du mal à dire les chats, puisque depuis que je répète, ils se mélangent. Alors, je les ai stylisés différemment. J'en ai fait des chats différents et de couleurs différentes. Et on va regarder sous un autre angle comment l'intelligence artificielle fait pour les accueillir et les traiter. Elle va les superposer. Et elle va se faire des idées globales de ce qu'est un chat. Mais non seulement elle va se faire une idée globale, mais elle va interpoler, elle va faire vous savez, du morphisme. On prend une photo A, une photo B, et après on fait les nuances. Elle va interpoler, elle va apprendre globalement ce que sont tous les types de chats qui sont là et ce que c'est que cette race. Donc, derrière, quand vous lui montrerez cet animal qui est un chat siamois, et non pas, comme vous avez vu tout à l'heure, un sphinx, elle va reconnaître que c'est un chat siamois. Si vous pouvez le répéter après moi très vite. Mais vous voyez que effectivement, c'est pas un type qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas un individu qu'on a vu tout à l'heure. Elle a été capable effectivement de discerner et de trouver. Alors, je vais lui montrer un hippopotame. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne réfléchit pas. Donc, elle va piocher ce qu'elle a de plus différent par rapport au chat. Elle va par exemple nous dire que c'est une girafe. C'est probable, c'est pas sûr, mais c'est probable. Donc, si on résume un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, pour aller très très vite, c'est du big data et des données qualifiées, beaucoup de données pour apprendre toutes les nuances d'un environnement. C'est une programmation qui est ultra complexe. On estime actuellement que les bons spécialistes de l'intelligence artificielle, c'est une centaine de personnes dans le monde que les gens s'arrachent. C'est très peu de gens parce que c'est très complexe de programmer de l'intelligence artificielle. Alors vous voyez, quand vous la tartine à toutes les sauces en disant que c'est partout, alors on va faire des intelligences artificielles qui vont créer des intelligences artificielles. Donc je ne sais pas où ça va aller pour aider les gens à comprendre mieux ce que c'est. Bon, toujours est-il que c'est hyper complexe. Et la dernière chose, c'est qu'il faut énormément de puissance de calcul. Et le point de base, au fond de tout ça, retenez que l'intelligence artificielle, ce sont des images. Des images. Alors j'ai un exemple que j'ai été attrapé au CES. La marque, on la verra tout à l'heure. Voilà une démonstration qui est basée sur la base d'images de fleurs. Donc vous voyez la fleur qui est ici, on sait exactement ce qu'elle est. J'arrive pas à lire à l'écran, mais mettons que ce soit tout simplement une pâquerette, hein, bon, la plus simple. Après, on a une orchidée qui doit être là. Bon. Donc on a toutes ces fleurs. Et le système d'intelligence artificielle va être capable, vous voyez ici, de lire et d'analyser 5 fleurs par seconde en décidant instantanément par rapport à sa base, en vous donnant la solution. Mais ils ont sorti un processeur il y a 1 an qui fait ça à 911 images par seconde. Et dans la démonstration, il dit quoi? Il dit qu'il arrive à 7000 images par seconde. Et regardez ce qui va remplacer. Écoutez ce qu'il vous dit. 20 racks. Okay, so a server with 40, a rack of server with 40 different servers. Il y a une scène qui fait 20 mètres. 1, 2, 3, il va aller jusqu'à 20, qui représente une salle serveur avec 20 racks énormes de serveurs. Tout ça, avec leur nouveau processeur, va arriver à... Right here. Cette machine-là... That entire stage would be filled with computers, and it could be replaced with this. That is the power of GPU for deep learning. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y a des radiologues dans la salle? J'en ai vu un, mais je ne vais pas le dénoncer. Est-ce qu'il y a des étudiants qui voudraient devenir médecins ou radiologues? Je ne vous fais pas de dessin, mais vous avez là effectivement un métier qui va être profondément chamboulé, ou peut-être pas, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout état de cause, on parle d'image.
Alors on parle là d'images, on parle de vraies images, on parle de fleurs, on parle de chats, mais on parle aussi de contrats. Un contrat, des statuts de société, c'est 80% qui sont toujours la même chose, 80% du contenu. La clause d'agrément d'un nouvel associé, vous savez, quand on l'a vu une fois, on l'a vu 2 fois, on l'a vu 10 fois, c'est toujours la même. Donc, un avocat demain qui sera un avocat d'affaires, il est très probable que 70% de son travail soit géré par l'intelligence artificielle. Tant que vous pouvez, et vous pouvez quasiment tout réduire à l'image, à la photo et au fait de la qualifier, vous pouvez parler d'intelligence artificielle. Alors, je voudrais aborder un deuxième point qui est important, qui est le point de ces 2 courbes qu'on retrouve dans la technologie et qui nous mène effectivement à quelques anticipations peut-être hasardeuses. Vous avez une courbe linéaire qui est ici, qui est une droite, qui est grosso modo la courbe de l'homme. C'est ce qu'on est capable d'avaler tous les jours. Vous savez que vous ne pouvez pas avaler plus de 3 petits beurres en une minute. Hein. Essayez, vous n'y arriverez jamais. Donc, on ne peut pas avaler plus que ce qu'on nous donne. Voilà. Donc ça, c'est la courbe, effectivement, la droite. Et puis ici, on a une exponentielle. Et cette exponentielle, c'est effectivement le fait de la technologie. Vous voyez la démonstration qu'on vient d'avoir par NVIDIA, c'est 5 images, 700 images, 900 images, pardon, 7000 images. Et ce n'est pas fini, bien évidemment. Et donc, cette problématique, c'est de savoir, et au CES, où est-ce qu'on est? Quand est-ce qu'on est là? Parce que là, quand la technologie est là, on dit c'est pâteau, ça ne marche pas bien, c'est nul, de toute façon, on ne peut pas s'en servir. Siri, aujourd'hui, excusez-moi, mais moi, Siri, j'arrive pas à m'en servir. Il y a toujours un mot incongru qui arrive au milieu. Je suis obligé de revenir avec la loupe, le machin, etc. Je suis dans la rue. Bref, je préfère taper. Ça va plus vite. Bon. Siri, ils en sont ici, là. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver là, mais ils en sont ici. En revanche, quand vous regardez ce qui s'est passé au cours des années 2000, eh bien, avant 2007, on avait des smartphones. On avait des trucs pâteaux, là aussi, gros, moches, avec des écrans qui n'étaient pas clairs, des espèces de claviers qui s'usaient avec le temps, des batteries qui ne tenaient pas. Enfin, c'était de la merde, concrètement. Ça, c'est avant 2007. Et puis, il y a eu un type qui a inventé le mix gagnant, le cocktail gagnant, un écran tactile, un processeur, de la mémoire, de l'ergonomie, un GPS. Et tout ça avec un design, ça a fait le cocktail gagnant. Et qu'est-ce que vous voyez en dessous? Vous voyez cette courbe qui est une courbe exponentielle qui est la courbe des utilisateurs de smartphones. Donc, cette donnée-là, il faut savoir discerner où est-ce qu'on en est ici. Et je fais juste un aparté par rapport au transhumanisme. Le transhumanisme, c'est de prendre l'homme dans son ensemble, croisé à la technologie dans son ensemble. Et les transhumanistes nous mettent en 2030, 2040, en disant l'homme sera dépassé par cette exponentielle de la machine à ce moment-là. Et nous serons dominés par la machine mécaniquement parce que la machine dépassera notre capacité. Alors on peut y croire, j'ai mon avis sur la question, mais c'est ce qu'il propose. C'est le modèle sur lequel il se base principalement. Alors, je vous ai parlé du GPS parce qu'il y a une notion de prix dans tout ça. Dans les années 85, un GPS, ça pesait 500 kg, ça valait 400 000 balles. C'était difficile de s'en acheter un pour le mettre à la maison. La démilitarisation du GPS ne date que de 1990. C'est un système militaire, je vous le rappelle, américain, qui a décidé effectivement de le mettre sur le marché. Ça servait pour la recherche pétrolière. Ça valait 30 000 euros. Là, ça valait 300 euros. Vous en avez tous eu. Je suppose que vous en avez au moins 3 ou 4 dans votre placard ou que vous avez mis à la poubelle, dans votre cimetière technologique. Et là, vous voyez le prix de ce que ça coûte dans un smartphone. 2 mm², 1 euro. Le chipset GPS dans un smartphone, c'est quantité négligeable. Donc vous voyez, quand vous associez effectivement à un moment donné cette baisse de prix, ce logiciel, ce hardware, le besoin social, eh bien, vous avez quelque chose qui va exploser. Et donc la vraie question par rapport à l'intelligence artificielle et aux objets qu'on va voir qui sont traités par l'intelligence artificielle, c'est où est-on? Et je vous dis, ce qu'on voit au CES, alors il y a plein de menteurs invétérés, il y a plein de vieux trucs de traîne, vous voyez des coques de smartphone, etc. Et puis, vous voyez quand même des choses intéressantes. Vous voyez, par exemple, la voiture autonome. Tout le monde en parle. Peu de gens l'ont vu. On sait qu'il y a des expériences qui, aujourd'hui, sont quand même concluantes. Je vous montre. Est-ce qu'on en est là? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je n'étais pas persuadé, mais en allant là-bas. D'abord, on s'est fabriqué des voitures qui roulent toutes seules, qui s'arrêtent quand il y a une voiture sur l'autoroute qui est adaptative. Les nouvelles Volkswagen savent rester entre les lignes. Bon. Et les grands acteurs, c'est heureusement des Européens. Vous avez Bosch et Valeo. Vous avez au-dessus ce petit composant qui est l'espèce de GPS des années 80 qui s'appelle un lidar. Alors, le lidar, il est très important parce que c'est un petit laser qui tourne et qui analyse tout l'environnement, qui sont des images. Il analyse tout l'environnement et il va en faire un mode de positionnement et de direction de l'automobile dans son environnement. Aujourd'hui, le lidar,
chez Velodine, qui est le numéro 1, qui est utilisé par les grands, qui est très fiable, est à peu près à 6 000 $. Peut-être qu'il a baissé un peu, mais enfin, c'est à peu près le truc. L'objectif, et on est en train d'investir des centaines de millions de dollars, c'est de passer à 400 $. Le jour où on parle de 6 000 à 400, bah déjà, la voiture autonome, elle va coûter un peu moins cher. Donc, je pense précisément, mais je n'étais pas persuadé. Puis je dis à un copain qui repartait dans la Silicon Valley, je lui dis, oh, tu sais, moi, ton histoire, mais j'y crois pas. Puis il m'envoie une photo le lendemain. Alors, je ne sais pas pourquoi cette slide vient là, mais j'y reviendrai après. Il m'envoie une photo le lendemain à San Francisco, me disant, tu vois, tiens, il y en a une qui est garée dans la rue. Tu penses que tu veux, mais enfin, chez nous, c'est déjà là. Ça, c'est un créneau. Hein. Enfin, vous voyez les lidars ici, vous voyez la voiture. Donc, c'est le 14 janvier 2018. Alors, juste pour vous montrer ce que c'est que l'intelligence artificielle dans une voiture et avec le lidar, vous voyez l'analyse de l'image et en temps réel, il va analyser tous les objets. Vous voyez ici, c'est marqué traffic light. Là, ça va être marqué pedestrian. Avec un indice, regardez, là, on va monter une espèce de petite passerelle et la machine va analyser effectivement. Donc, la nécessité d'avoir en même temps un équipement qui est fiable pour capter effectivement l'environnement et puis la nécessité d'avoir un processeur qui est celui d'NVIDIA, que vous avez vu, et qui est de nature, effectivement, à traiter cette information et à la rendre productive. Alors, je vous montre, il y en a pour 2 minutes 50, c'est un petit peu long, mais je vous encourage à regarder attentivement. C'est l'introduction de la conférence d'NVIDIA dans laquelle j'ai été piocher ces histoires de fleurs. I'm a visionary. Seeing cars, people, roads, and the world around me. Constantly aware of my surroundings in the dark, the rain, and the snow. I am a learner. Giving robots the skills to perform human tasks. And mastering the art of driving by watching others. I am a protector, watching out for your safety. Caution, just a moment. All clear. Even when others are not. Cross-traffic danger. All clear. I am a helper, giving you a hand when yours are full. Hello. And assisting the disabled in their homes. I am a navigator, planning a safer path and showing you the road I'm taking. I am a creator, powering robots. Ça, c'est le robot qui regarde la soudure pour savoir comment la faire. Et ça, c'est le robot qui l'a fait. And those that create original works of art in the style of the masters. I am even the composer of the music you're hearing. Donc vous l'avez compris, la musique que vous venez d'entendre est entièrement I créée. am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Vous avez vu le slogan, hein, Brilliant Minds, esprit brillant, c'est-à-dire qu'on est dans une promesse absolument... Alors, hop, je vous passe un At deuxième Intel, we truc. see truly a world of infinite possibilities, where technology makes our lives easier. We see a future where technology makes the world a better place. And I'm not saying it's going to be easy or simple, but we must be diligent and thoughtful. We have to consider how new technologies impact not only the people who Non embrace, seulement ceux qui les pratiquent, mais but also the people who don't embrace them. tous les soirs, un show de 200 drones, sans GPS, piloté par une seule personne, qui crée, ça c'était dans le Bellagio,
qui est aussi tout à fait baroque à l'intérieur. Et donc, vous avez bien vu qu'un tel vous aimait. Alors, quand on a terminé, effectivement, tous les petits drones rentrent à la queue leu dans l'immeuble et se garent et se mettent effectivement les uns derrière les autres et se rangent. Je vous montre quand même la part de marché d'Intel, elle a un peu baissé parce qu'ils ont un peu merdé récemment, mais enfin, c'est quand même 80% du marché. Ce que je veux simplement vous dire par rapport à ces acteurs, c'est que c'est probablement dans la première fois dans l'histoire du monde où des entrepreneurs américains, qui sont des entrepreneurs messianiques, toutes les entreprises américaines ont des visions et des missions, elles veulent conquérir le monde. C'est une des premières fois où des entreprises ont des visions qui ont les moyens d'être réalisées au niveau mondial. C'est-à-dire que leur force, leur capacité, leur puissance sur le marché leur permettent de faire coïncider leurs rêves et leur développement avec le monde. Et c'est pour ça que cet été, je ne sais plus quel journal, l'Obs ou l'Express, les a qualifiés de nouveaux philosophes. Le point. Il en est de leur philosophie comme de leur intelligence. Je vous laisse conclure ce que je veux dire, mais il faut bien prendre en compte effectivement les données telles qu'elles sont aujourd'hui sous nos yeux. Alors, je voudrais faire juste trois petites choses. D'abord, moi, je vais vous dire un truc, c'est que j'aime ça. Je ne vais pas me maquiller, j'adore la technologie. D'abord, on va nous soigner mieux quand même, objectivement. Hein. Bon, on espère. J'ai toujours rêvé d'avoir un chauffeur. Donc là, je me dis, la bagnole qui va me chercher, c'est épouvantable. Hein. Aujourd'hui, une amende à Paris, c'est 130 €. Enfin, ça va être absolument délirant. Bon, ben, donc, il va venir chercher. Non, j'adore mon smartphone, honnêtement. Et qui ne l'aime pas ici dans cette salle? Commander un billet SNCF en 30 secondes, sauf quand le train met 6 heures pour arriver, Bertrand, c'est quand même magique. J'adore Spotify, on partage des listes, je peux regarder toutes les versions possibles d'un opéra, de piano, etc. L'intelligence artificielle peut me proposer tout ça. Je travaille sur mon Mac toute la journée, bon bref, et Amazon me livre en 24 heures tout ce que j'ai envie d'acheter, ce qui est quand même merveilleux. C'est merveilleux. Je ne parle pas des points négatifs, je vous parle réellement, on peut se poser des questions, mais c'est quand même merveilleux. Alors après, je voudrais m'adresser à deux générations qui sont dans la salle. D'abord, je voudrais m'adresser aux parents. Je suis parent de 4 enfants qui ont de 15 à 23 ans. J'ai des lycéens, des études supérieures et de la fin d'études supérieures. Donc je suis face à ça. D'abord, le monde dans lequel nous sommes, nous parents, n'existera plus. Il s'en est allé, il est fini. Nous ne vivrons plus comme nous avons vécu par le passé. C'est terminé. Donc il ne faut pas avoir cette nostalgie. Il faut se dire aussi, c'est que les enfants qui sont nés aux alentours du monde des années 2000, ce sont des enfants et des adolescents aujourd'hui, des adultes qui n'ont vu que ça. Vous savez que dans des milieux moins privilégiés, on se demande si une carotte pousse dans un arbre ou une pomme de terre pousse aussi dans un arbre. Donc, il faut voir aussi qu'on parle à une génération qui sont la génération de nos enfants, à laquelle je dirai quelques mots ensuite, qui n'ont jamais vu que ça, qui n'ont pas cette perspective. Et on va pouvoir imaginer qu'on pouvait faire du détox, mais ce ne sera pas totalement le cas. Donc, il faut bien se dire que si on regrette ce monde, si on s'enferme, on ne pourra même plus agir. Donc, je pense qu'il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous, les parents, on est porteurs d'une histoire, d'un continuum qui est probablement aujourd'hui en rupture, mais peut-être qu'il ne sera pas totalement en rupture. Je pense qu'on fait tout pour que l'histoire, effectivement, soit oubliée. On l'a segmentée, coupée en petits morceaux, mis dans tous les sens à l'école, hein, évidemment, pour qu'on ne comprenne plus rien. Mais on est le fruit d'une civilisation absolument extraordinaire qui a été encore une fois dans ce continuum. Et nous, les parents, nous ne pouvons pas laisser tomber notre mission de parents et de transmetteurs pour transmettre tout ce savoir et tout ce que nous sommes en termes de civilisation. Et alors, effectivement, je fais une petite transition avec les jeunes qui sont dans la salle. Ce phénomène d'obsolescence probablement programmée, vous allez le vivre vous aussi. Donc ça va aller très vite pour vous, vous allez aussi être dépassé par la technologie et vous aurez à faire face à la même fatigue par rapport à l'accélération du monde. Pour ce qui est du jeune et des lycéens, je pense que ce qu'on a vu cet après-midi, c'est que ce que moi j'ai dit à tout le monde, c'est essayer de comprendre, trouver les clés. Vous avez vu que l'intelligence artificielle, c'est pas si compliqué. Quand vous ramenez tout à une image, quand vous mettez cette image dans cette machine qui n'a rien de mystérieux, qui simplement fait une fonction qui est de vous rendre ce qu'elle a déjà appris,
mais que ce qu'elle a déjà appris, pas plus, eh bien, vous savez, vous allez regarder l'intelligence artificielle de la voiture, du machin, avec un autre œil. Essayez de comprendre. Je pense qu'il faut, dans votre vie, discerner. Et pour faire un lien avec les parents, je pense qu'il faut mettre ces sujets sur la table, à table, pendant vos vacances, échanger, challenger, essayer. Vous savez, dans les startups, on dit try, essaye, recommence, même si tu tombes. Ça, c'est tout à fait une mentalité américaine, mais on peut la reprendre effectivement à notre profit. Parce que, de toutes les façons, on est dans un monde où la technique précédera la réflexion, c'est fini. De toutes les façons aussi, on a vu que la société manquait totalement de conviction pour travailler sur ce sujet. On a des fantasmes de transhumanisme qui sont absolument partout. On vous dit que les choses sont intelligentes alors qu'elles ne sont qu'artificielles. Vous avez bien vu, enfin, c'est ce que j'essaie de vous démontrer. Maintenant, il y a des choses hyper évoluées. C'est sûr qu'à un moment donné, cette intelligence artificielle va nous ressembler à bien des égards. Mais le big data, c'est la science du passé. C'est ce qui s'est passé. L'extrapolation, pensez-vous que l'intelligence artificielle va nous faire un Mozart après un Hind ou après un Handel? Non, jamais. Elle sera capable de copier les grands maîtres. C'est pas pareil. Donc, échanger. Pour les parents, je vous recommande un bouquin d'Adrien Candiard qui m'a été offert par Grégoire, qui s'appelle Veilleur où en est la nuit. Il y a 2 grandes parties à ce bouquin. Une qui est une catastrophe. On apprend que tout ce qu'on a d'acquis, y compris notre atelier, enfin tout va disparaître. Mais la deuxième partie, c'est l'espérance. Et c'est l'espérance au plus profond de nous. Je ne vais pas faire le boulot de Nicolas, ni de Bertrand, mais effectivement, je trouve que ce petit bouquin mérite d'être lu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais conclure ce petit propos par deux lectures qui sont des lectures qui sont issues de petits livres du pape François au JMJ, aux dernières JMJ. Je vais vous lire 2 pages, effectivement là, cette fois-ci, qui sont destinées aux jeunes. J'aime l'appeler la paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec un divan. Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon divan, un divan qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité, un divan quand il y en a maintenant, moderne, avec des massages, y compris pour dormir. J'ai vu, le divan, il y a tout à l'intérieur, la tablette et tout, c'est génial. Qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant l'ordinateur. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte. Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer ni nous préoccuper. Le divan bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire davantage, à la jeunesse. Ça, c'est la première chose. Et je vous lis un petit texte sur lequel je suis tombé un jour par hasard alors que je ne savais absolument pas quoi dire au terminal à l'occasion du caté, qui vient, ce petit mot qui vient conclure. Chers jeunes, ce vendredi saint-là, beaucoup de disciples sont retournés tristes dans leur maison. D'autres ont préféré aller à la maison de campagne pour oublier un peu la croix. Je vous pose la question, mais répondez en silence. Et je ne sais pas combien, 1 million de gamins devant. Répondez en silence, dans votre cœur, chacun en son cœur. Comment voulez-vous retourner ce soir dans vos maisons, dans vos lieux d'hébergement, sous vos tentes? Comment voulez-vous retourner ce soir pour vous rencontrer avec vous-même? Le monde nous regarde, il revient à chacun de vous de répondre au défi de cette question. Voilà. Alors, on va passer... Une des questions importantes est aussi peut-être la confusion avec la puissance. Donc, je vais passer la parole à Bertrand. Pour vous donner un petit exemple, l'intelligence artificielle est souvent conçue en termes de puissance. Vous savez qu'un certain nombre de technoprophètes de la peur utilisent le fait de vous dire que nous aurons tous un QI à 195 degrés ou de force, sélectionné ou augmenté. Et le neurologue que je suis va vous dire qu'un QI à 195, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai une magnifique voiture de rallye, mais je ne sais pas conduire. Je suis à côté de Sébastien Loeb, qui a une Fiat Panda. Notre mission à tous les deux est d'acheter une baguette à 5 km de là avec une route glissante. Il est très probable que Sébastien Loeb, qui pilote beaucoup mieux son petit moteur, arrive bien avant moi. Est-ce que finalement, nous n'avons pas de confusion de l'intelligence avec la puissance ou de l'intelligence avec le pouvoir ? Alors, la confusion entre l'intelligence et la puissance
est un des aspects du problème. Allons au cœur de la question qui se pose. Derrière l'intelligence artificielle, il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune philosophie. Et actuellement, ça se traduit par le fait que nous sommes tous anesthésiés devant ce phénomène. Nous ne savons pas quoi dire. Pourquoi ? Parce que ce que l'on entend, c'est ce que l'on a vu. On nous a montré 4 choses qui sont les 4 ingrédients qui tuent la pensée au nom de l'intelligence. Et c'est l'énorme paragraphe. C'est-à-dire, nous sommes bêtes devant cette intelligence. La première, c'est la performance. Ça ressemble à un truc commercial. On ne veut pas vous faire réfléchir, on veut vous séduire. Alors, on vous met à la figure une performance. Et la performance est tellement performante que vous ne savez pas quoi dire. Et bien évidemment, vous n'allez pas dire non parce que vous aurez l'air stupide. Deuxièmement, ça a été extraordinaire, la bienveillance, ce mot à la mode. Écoutez le robot, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis votre gardien, je suis votre protecteur, je suis un créateur, je suis un visionnaire. C'est-à-dire, la machine, on ne va pas pouvoir être contre, elle va être tellement gentille, tellement humaine, tellement à notre service. Et puis alors, il y a un troisième truc, et là, mon cher Erwan, c'est peut-être un motif de discussion entre nous. Je m'aperçois, depuis qu'on entend parler de l'intelligence artificielle, que tout le monde me dit « vous ne pouvez pas reculer, c'est pas possible, on ne peut pas faire un retour en arrière, ah non à la nostalgie ». Ça me fait penser, là encore, à la publicité qui dit « vous n'y résisterez pas, c'est irrésistible ». Derrière cela, et j'ai été passionné par le fait de vous entendre, mon cher Erwan, je m'aperçois d'une chose, c'est que le mode de pensée qu'il y a derrière est exactement le mode de pensée totalitaire. La pensée totalitaire dit quoi ? La pensée, c'est des images qu'on reçoit, puis des images auxquelles il faut répondre. Et donc, on réduit la pensée à l'image et on dit, voilà, si on donne les bonnes images, ça va donner les bonnes réactions. Et puis, s'il y a des mauvaises attitudes, c'est qu'il y a des mauvaises images. Alors, on va remplacer les mauvaises images par les bonnes. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que dans ce que je suis en train d'écrire, j'ai à un moment, j'analyse actuellement la question de l'intelligence artificielle, et puis je vois qu'il y a un certain nombre de débats, de questions qui se posent. C'est la question du monde, la question de l'intelligence, la question du sens, la question de l'avenir, la question de l'homme, la question de l'humain. Et à un moment, je lisais un article de Pierre-André Taguieff, cité par Monette Vacquin, et il disait, voilà, il faut arrêter le sacré. Il faut arrêter le sacré de la personne, et il faut totalement désacraliser celle-ci si on veut pouvoir faire des progrès. Et donc, il disait, le problème qui se pose aujourd'hui au progrès n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème philosophique. Quel est l'homme que nous voulons ? Est-ce que nous voulons un monde totalement désacralisé ? Un monde dans lequel les seules choses qui nous font agir, la performance, la bienveillance, et puis le phénomène historique incontournable qu'on ne peut pas refuser, ou bien un monde où ce sont des personnes réelles qui parlent en leur nom propre. Je dirais que c'est ça qui mettra les robots à leur place. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est une question de philosophie et de monde dans lequel on vit. Alors, je veux répondre à la question que vous posez. Il y a en particulier une chose qui m'a frappé quand j'ai analysé le phénomène de l'intelligence, c'est la violence des textes qui nous parlent de l'intelligence.
c'est les propos de Laurent Alexandre ou bien encore les propos d'Idriss Aberkane dans son livre sur l'école. Qu'est-ce que dit Laurent Alexandre? Dans un livre au titre ô combien évocateur, La guerre des intelligences. Il nous dit, demain, les machines que nous avons créées vont être tellement intelligentes qu'il va falloir se préparer à rivaliser avec elles. Et pour rivaliser avec elles, il va falloir décrypter totalement le cerveau et pouvoir agir sur celui-ci, tenez-vous bien, par ce qu'il appelle un eugénisme neuronal que l'on pratiquera à l'intérieur de l'utérus pour rendre les cerveaux performants et adaptables. C'est-à-dire, le premier point, la personne humaine n'existe plus, elle n'est qu'un cerveau, et un cerveau qui, si on le prend en main, va devenir performant. Pourquoi? Pour rivaliser avec l'intelligence que l'homme lui-même a créée. Le deuxième point, c'est l'urgence de faire disparaître l'école, la relation avec le prof, tout ça est obsolète parce que ça ne sert à rien. On veut des cerveaux performants pour une réussite pour tous et on ne pourra y parvenir que par la disparition de l'école. Donc regardez bien cet établissement, il n'en a plus pour longtemps. Je termine avant de passer la parole à mon ami Nicolas. Quel est le problème? Quoi? Oui, je parle, mais je ne veux pas monopoliser la parole. C'est vrai? Bon. Alors, le problème qui est le suivant, et là je suis d'accord avec Erwan, quel est le problème qui se pose? Aussi curieux que ça puisse paraître, l'intelligence artificielle n'existe pas, elle n'est pas intelligente, ça n'est pas une machine. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est les 10 000 ingénieurs extrêmement brillants qu'il y a derrière. On dit l'intelligence artificielle a réussi à battre le meilleur joueur d'échecs au monde et le meilleur joueur de Go. C'est faux. C'est les 10 000 ingénieurs qui se sont mis ensemble et qui, à un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont visionné toutes les parties d'échecs, toutes les parties de Go, et bien évidemment, en ayant mémorisé tout ça, ils calculent à partir de tout cela. S'il y a 10 000, ils n'y parviennent pas contre un seul, il y a de quoi s'inquiéter quant à l'espèce humaine. Le deuxième point, l'intelligence artificielle est-elle intelligente? Non. Elle est capable de capter, de mémoriser et de calculer. Essayez de vivre avec quelqu'un qui capte tout ce que vous dites, qui mémorise tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, et qui calcule à partir de tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. C'est parfaitement invivable. Et vous trouvez que ce type est complètement cinglé. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est d'arrêter d'être intelligent, parce que quelqu'un qui est intelligent 24 heures sur 24, il est malade. Et donc, à un moment, je dirais, la capacité qu'a l'homme, c'est premièrement de ne pas être intelligent et de trouver ça génial. Donc ça, c'est un petit point. Et ça nous amène à parler de quoi? Ça nous amène à apercevoir que derrière la machine, il y a un pouvoir. Et c'est ce qui est développé quand même. Il faut quand même réfléchir qu'actuellement, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites est analysé, mémorisé, et il s'est mis en place une surveillance mondiale. Alors, il faut comprendre le problème métaphysique qu'il y a derrière. Le problème métaphysique qu'il y a derrière est apparu au XVIIIe siècle avec un penseur post-cartésien qui s'appelle Julien Offray de La Métrie et qui écrit un ouvrage qui s'appelle L'homme-machine et dans lequel il fait sauter
la distinction entre l'homme et la machine. On se pose la question, qu'est-ce qui nous rend humains? À cette question, Descartes n'a qu'une réponse. Ce qui nous rend humains relève de quelque chose d'incompréhensible qui est de l'ordre de la création. L'homme a un corps et une âme. Qu'est-ce qui fait qu'il vit dans un corps et en une âme et qu'il sait qu'il est ce qu'il est? C'est une création. C'est qu'il est relié à l'infini et que c'est l'infini qui s'exprime à travers lui et que c'est cet incompréhensible qui nous rend humains, c'est-à-dire que l'humanité de l'homme, c'est un cadeau. Nous, nous disons c'est la pitié, ou si ceci ou ça. C'est même pas tout ça. C'est incompréhensible et c'est formidable. C'est la même chose, c'est ce qui nous distingue avec les animaux et c'est ce qui fait que l'être humain est un être incompréhensible parce qu'à l'intérieur du chaos dans lequel nous sommes, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient d'ailleurs. L'homme vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui gêne profondément le rationalisme dans lequel nous sommes et qui, à un moment, va faire sauter les verrous. Alors, au XIXe siècle, Darwin a fait sauter le verrou entre l'homme et l'animal et Freud salue cette découverte en disant « Il était très orgueilleux de se prendre pour un homme. Depuis que l'homme est réduit à l'état d'animal, enfin, l'homme est humble. » Et puis, il y a un deuxième verrou qui est en train de sauter actuellement, c'est la distinction qu'il y a entre l'homme et la machine. Sauf que cette distinction qu'il y a entre l'homme et la machine, où le cerveau est traité comme un véritable ordinateur, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, ça a commencé au XVIIIe siècle. Et quels sont les arguments utilisés par Lamétrie pour expliquer que l'homme est une machine? Premier point, arrêtez de vous intéresser à Dieu, ça n'a aucun intérêt. L'infini, l'éternité, le mystère, tout ça c'est lointain. Intéressez-vous à la nature. Qu'est-ce qui apparaît dans la nature? Dans la nature, il apparaît que tout se construit. Tout est une affaire de mécanique. Et quelle est la caractéristique de l'homme à l'intérieur de ce mécanisme généralisé? C'est que l'homme est une mécanique qui se construit de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé comme transfert de la part de Lamétrie? Il s'est passé qu'au départ, dans la métaphysique occidentale, il y avait le dieu d'Aristote, qui était un dieu automoteur, qui était le moteur de l'évolution. Mais la caractéristique, c'est que ce moteur, il fait tout vivre, et puis c'est un moteur divin. La caractéristique, c'est que on a transféré le dieu d'Aristote à l'intérieur de l'homme à travers la notion d'automate. On n'est plus dans l'automoteur qui fait tout vivre, mais on est à un moment dans la machine que l'homme contrôle parfaitement. Alors ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une véritable crise qui est tout simplement la crise du sacré. Et la crise du sacré, elle se voit très bien à travers l'inversion qui est faite de l'imitation. Qu'est-ce qu'il y a à travers, à la base de la vie, de l'intelligence de l'homme? L'intelligence de l'homme, ce n'est pas une affaire de capteur, de mémorisation et de calcul. C'est une affaire de vie intérieure qui fait que l'homme est capable de, par le mime, de faire passer l'extérieur à l'intérieur et ensuite de faire passer l'intérieur à l'extérieur. Il s'avère que l'homme est en capacité, si vous voulez, d'imiter. Et c'est très important pour nous, comment est-ce que l'homme s'humanise? L'homme s'humanise parce qu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire quelque chose d'ineffable, et c'est ça qui guide son intelligence. Son intelligence, c'est d'être guidé par quelque chose qui est exceptionnel, qui dépasse l'être humain, et qui fait qu'à un moment, il s'intériorise à cette occasion. Alors, qu'est-ce que nous voyons apparaître aujourd'hui?
Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le sacré positif. Le sacré positif, c'est ce qui se passe quand à un moment, j'ai du respect pour l'idéal, l'exceptionnel, le transcendant, l'ineffable, et qu'à un moment, l'intériorisant, je commence à voir le monde, à avoir des sensations profondes, à ressentir de l'amour, de la générosité, du rayonnement à l'intérieur de moi-même. Et là, je vis une expérience profonde d'intelligence. L'intelligence, c'est dans cette capacité d'aller toujours au-delà et de rappeler que rien n'est limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du monde occidental? À l'intérieur du monde occidental, il va y avoir une inversion du sacré à la fin du XVIIIe siècle. Comment ça se passe, l'inversion du sacré? Ça se passe avec la perspective, ça se passe avec le trompe-l'œil, ça se passe avec le moment où tout d'un coup, les hommes découvrent que quand ils commencent à imiter la nature, ils peuvent créer des leurres, c'est extrêmement ludique, et surtout, ça permet d'avoir un pouvoir formidable sur les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde où tout d'un coup, par le biais de l'esthétique, on passe d'une imitation à une autre, c'est-à-dire non pas l'imitation du monde céleste qui nous ouvre sur l'ineffable, mais l'imitation du monde terrestre qui fait de nous des êtres de puissance capables de jouer avec tout. Et il y a un épisode extrêmement intéressant dans le Casanova de Fellini. À la fin du Casanova de Fellini, Fellini, qui a eu toutes les femmes qu'il voulait, a un coït avec un mannequin en faïence. Et ce mannequin en faïence lui procure une jouissance qui le bouleverse et qui dépasse infiniment le plaisir qu'ont pu lui donner toutes les femmes. Tout à fait. Il a couché avec un robot avant la lettre, et ce robot est à l'état d'étude au Japon sous la forme du robot sexuel, c'est-à-dire du rêve le plus primaire, le plus machiste qui soit, d'avoir un esclave sexuel, corvéable, nuit et jour, qui ne se fatigue jamais, qui ne réclame jamais d'argent pour faire des courses, etc., etc. Donc, si vous voulez... Et donc, on est là-dedans. Nous sommes dans une crise du sacré. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais expliquer, parce qu'il faut rentrer dans les détails, et derrière tout ce que nous vivons, il y a une histoire qui est incroyablement passionnante, et dans laquelle, petit à petit, vous voyez les choses se développer. Comme par hasard, René Girard a bâti toute sa théorie de la violence sur le mimétisme. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous sommes en train aujourd'hui de fabriquer des robots. Attention, hier, on avait peur que l'homme devienne un robot. Aujourd'hui, le robot devient humain. Et on veut créer une confusion entre l'homme et le robot. Pourquoi? Parce que derrière, c'est l'interdit de la violence qui est levé à travers un pouvoir formidable. Donc, si vous voulez, à propos des robots, il faut deux choses. Il faut bien distinguer entre les robots de la vie quotidienne, qui sont des objets avec lesquels nous vivons déjà, et qui sont déjà, il n'y a pas à discuter, bien évidemment qu'on va s'en servir, et bien évidemment qu'on en prendra un bon usage. Mais d'autre part, il y a autre chose qui est en train de naître, c'est l'idée de créer une nouvelle population d'êtres humains dans lesquels on va tout mélanger. On va mélanger l'homme et la machine, on va mélanger l'homme et le robot, et derrière, quelque chose qui apparaîtra comme étant plein de bienveillance et d'humanité, se met en place un pouvoir sans bornes. Et donc, je crois, par quoi est-ce qu'on lutte? Par ça, il y a deux choses qui nous permettent de lutter. Premièrement, il va falloir avoir envie de vivre dans un monde où, comme le dit Laurent Alexandre, la génération de demain ira de transgression en transgression dans toutes les limites de ce que la technologie permettra de faire. Je suis désolé, quand on m'amène là-dedans et on me dit, voilà,
on va vivre dans un état de transgression, et puis c'est pas la peine de discuter, parce que si vous discutez, vous êtes un horrible bioconservateur, et vous n'avez pas mon estime intellectuelle, donc ça donne pas envie. Mais le deuxième point, je pense qu'il va falloir renforcer notre être métaphysique, c'est-à-dire si nous sommes métaphysiquement faibles, eh bien le robot va être très fort. Mais si tout d'un coup nous gardons en nous notre puissance de pensée, notre capacité de sensation profonde, eh bien le robot n'aura qu'à bien se tenir. Alors, avant la conclusion de Nicolas, je vais me retourner vers Erwan pour la discussion. Finalement, aimer son Thermomix, c'est bien, aimer son homosexuel, c'est moins bien. Est-ce que dans le progrès ou dans l'espérance, dans ce que tu as vu au CES, il y a quelque chose sur lequel tu peux faire la différence entre les deux parties? C'est effectivement, comme le dit Bertrand, tout ça est extrêmement mélangé et tout à fait ambigu. Quand je vois la start-up française, vous irez voir sur Internet, qui vend la Lovebox. Alors, je vous explique, la Lovebox, c'est une petite boîte en bois dans laquelle il y a un écran, comme un écran de smartphone qu'on ouvre. Et alors, on envoie des messages d'amour à la Lovebox, qui est chez un cousin, une grand-mère, etc. On ouvre ça, on voit « je t'aime ». Et alors, pour dire qu'on est content, il y a un petit cœur rouge avec un axe, et puis on fait « pouit » comme ça. Et alors, le cœur tourne, et alors, sur le smartphone de la personne qui a envoyé ça, il y a des cœurs qui arrivent. Ça a été quand même sélectionné par Business France pour dépenser du kérosène pour aller à Las Vegas. Ça occupe un stand et ça laisse des fonds. Donc effectivement, il y a quoi quand même se poser la question entre l'amour et cette Lovebox. C'est quand même un lien, enfin, ça me paraît assez ténu et tout à fait discutable. Bertrand, ce que vous dites, c'est très. D'abord, j'ai pas cette culture du tout philosophique, donc je trouve ça extraordinaire d'écouter ce que vous racontez, la progression de l'histoire, ce qu'on a pu déjà vivre, cet éclairage qui, comme je le disais, avec lequel on ne peut pas rompre si on veut continuer la chose. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est la discussion, l'échange en famille, avec les enfants. Tout ça, ça construit. Si on ne parle pas de ces choses-là, si on ne commence pas à parler en famille, je pense qu'on va perdre le contact avec les générations. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire est quelque chose qu'on est en train de nier, comme l'école, comme un certain nombre de choses. J'ai entendu quand même, il y a sur Europe 1, là, il y avait une émission où l'institutrice disait « Vous comprenez, les enfants, on leur force tous à faire la même chose pour faciliter le boulot du professeur, et ça nous vient de l'armée. » J'ai trouvé que c'était tout à fait fantastique, je trouvais ça génial. Donc en fait... Bon, ceux qui ont détruit l'école aujourd'hui disent qu'elle est plus adaptée. Hein. C'est ce que dit Babinet. On dit l'école marche plus. Bah oui, effectivement, on l'a cassée en petits morceaux depuis des années. Donc c'est pas évident qu'avec un tas de pierres, on puisse se faire quelque chose de gracieux. Ce que je trouve aujourd'hui qui est important, et je reviens à des choses tout à fait terre à terre, c'est tous les biais cognitifs que les technologies vont petit à petit nous supprimer. C'est-à-dire que depuis qu'il y a un GPS, je n'ai aucune capacité à me retrouver dans une ville tant que je n'ai pas ma prothèse de GPS. Je ne sais plus le faire. Donc demain, quand on me prendra tel et tel camp, on m'arrêtera, on m'empêchera de m'emmerder dans un embouteillage. De voir l'autre en train de se curer le nez. Excusez-moi, mais c'est toujours très amusant ça. Mais non, mais ça n'aura plus lieu puisque la voiture autonome va réguler la vitesse afin qu'il n'y ait pas d'à-coup et qu'effectivement, on avance à la bonne vitesse pour ne plus voir l'autre. Et puis on va me donner du temps, mais j'en ferai rien de ce temps, etc., etc. Là, c'est là aujourd'hui. Quand je vous parle du canapé, je ne l'avais pas rapproché, puisque j'ai cherché le texte en écoutant la première table ronde. Je savais qu'il existait quelque part, mais le canapé, il existe. Je pourrais vous montrer. Puis vous avez des zones entières où on vous masse, alors vous vous mettez dans un truc, ça vous papouille de partout, on vous met un machin, enfin bref. Donc tout ça, ça va nous couper de nos biais cognitifs. Et d'une certaine façon, la science-fiction que vous avez vue, alors, les jeunes qui regardent ces films ne sont pas étonnés parce qu'ils ont vu Black Mirror. Peut-être vous-même avez vu Black Mirror, qui est une série sur Netflix. J'aurais un truc à vous montrer, mais on n'a pas le temps. Qui était le buzz du CES, qui a été fait par Netflix sur le transhumanisme, qui était à peu près génial. Enfin, si vous voulez, en conclusion, on pourra le passer si ça vous intéresse. Ça vaut le coup quand même, à mon avis. C'est de la gourmandise. Effectivement, je pense que la science-fiction montre le pire de ce qui va arriver. Et c'est très intéressant de regarder ça, y compris en famille. Regardez Black Mirror. Moi, le premier, d'ailleurs. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que
De toutes les façons, le monde de transgression. Alors je reviens, c'est facile de conclure avec le pape François c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai dit, et donc je n'ai fait que le citer. Je reviens là-dessus. Je pense que Bertrand, ce que vous dites est exactement ça. On est actuellement, nous de notre génération, on est malheureux de ce qui est en train de se barrer en chiquette dans tous les sens. C'est extrêmement dur, je pense, pour une génération. Et les jeunes ne se rendent peut-être pas compte de nous, ce qui a fait notre équilibre. Et on était beaucoup moins en rupture avec nos parents, enfin, en tout cas, c'est ma conviction, que nous ne le sommes aujourd'hui, non pas avec votre génération, mais avec notre époque. Et donc, je crois qu'il faut travailler profondément sur cette espérance personnelle, cette profondeur qui nous amènera à dire non. Alors évidemment, quand vous revenez des États-Unis et que vous passez devant le système PARAF, qui est le truc dans lequel vous mettez votre passeport, qui vous reconnaît et qui vous laisse passer la porte et que vous n'attendez pas, au lieu de faire la queue comme un... Alors que vous êtes fatigué, vous avez 12 heures de vol, vous étiez malade en plus du reste. Donc bref, ça c'est génial. Bon, peut-être que l'administration française vous prend à chaque fois et montre toutes les styles de lunettes que vous avez depuis des années. Donc je pense que ça c'est super, mais c'est la richesse intérieure. Voilà. Donc si vous voulez du Netflix, c'est l'animateur qui décide. Vous irez voir Erwan à la fin. En fait, si je reprends ce qu'on disait, est-ce que, et pour reprendre René Girard disait qu'on était, le Christ avait fait passer dans un temps où on partait d'un début, on allait vers une fin, et qu'il avait pris le rôle de bouc émissaire et qu'en fait, on avait abandonné un temps circulaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner justement à ce temps circulaire, ou pour prendre la comparaison du divan, je ne sais plus où dans la Bible, parce que mon exégèse est très faible, la Bible parle de la civilisation des vautrés. Est-ce que finalement la question n'est pas de reprendre de l'intériorité et d'arrêter de se vautrer sur les divans? Oui, d'abord sur le temps linéaire, le temps circulaire. Je crois que ce que le judéo-christianisme a apporté à l'humanité, c'est un temps linéaire avec un début, avec une fin, avec un axe de l'histoire, le solstice cosmique de l'histoire qui était la croix du Christ plantée sur la terre des hommes. Et finalement, ce à quoi on assiste depuis le XVIIIe siècle avec l'idéologie du progrès, c'est une sorte de sécularisation de l'eschatologie chrétienne. L'avenir radieux, l'avenir parfait, lié sur le progrès des sciences. Je disais, Condorcet avait fixé deux objectifs au progrès. La première, c'était d'éradiquer la bêtise de l'homme, et la deuxième, c'était d'éradiquer la méchanceté de l'homme. Je crois que ce n'est pas comme ça avec le progrès qu'on va les éradiquer. Quelqu'un me disait aujourd'hui, je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains la bêtise naturelle. Et donc, voilà. Et donc, il y a quelque chose d'assez intéressant là derrière de voir que finalement, tout a été immanenté, en quelque sorte, si j'ose ce néologisme, tout a été réduit à cet horizon-là. Et donc, l'espérance eschatologique, qui se peut jouer dans des grands combats d'ailleurs, est remplacée par l'optimisme de demain. Et donc, on n'a plus de réalisme quand on est dans une catégorie uniquement psychologique et affective de l'optimisme. Donc je pense qu'il y a véritablement un travail à faire de redonner une dimension transcendante à notre monde et de resituer l'espérance à son bon endroit, de ne pas la confondre avec l'optimisme. Deuxième point, le vautré. Prométhée, finalement, c'est parce qu'il était vautré qu'il a laissé Épiméthée faire les conneries. Prométhée avait reçu, lui, la mission de distribuer les dons. Et il devait donc réfléchir et, par une sorte d'irresponsabilité et par une sorte de paresse, a délégué ce truc à faire à son frère. Et son frère, Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant d'agir, et Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après d'agir. C'est l'étymologie du mot. Et donc, Épiméthée a fait sa connerie. Et finalement, notre société est plutôt épiméthéenne aujourd'hui qu'elle n'est prométhéenne. Elle est prométhéenne dans le sens qu'elle se vautre dans le fauteuil, et elle est épiméthéenne, c'est-à-dire qu'elle agit d'abord et qu'elle réfléchit après, enfin, si elle réfléchit encore, comme ça. Zeus était préoccupé de donner à l'humanité qui est en train de se casser la figure deux choses, la pudeur et la justice. Et donc, quand il demande à Hermès de bien vouloir distribuer la pudeur et la justice, il dit alors, je distribue à quelques-uns? Ah non, 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 à tous, s'il te plaît, parce que là, tout le monde en a besoin pour vivre les uns avec les autres. Donc je pense qu'un problème d'intelligence, de sagesse qui se situe là derrière. Un deuxième point, la question de l'amour. C'est vrai que la poupée en porcelaine ou le robot, s'il les connaît, je ne sais pas ce que ça fait comme sensation, une caresse, je connais, un visage, je connais, et une déclaration d'amour, je peux connaître aussi. On pense, Michel Onfray disait, autrui n'est pas un visage, mais un ensemble de signaux nerveux actifs dans un appareillage neuronal. Alors imaginez Roméo qui s'approche de Juliette et qui dit « Le néocortex qui fabrique mon moi est excité jusqu'à sa zone de Broca par les stimuli nerveux causés par cet agrégat d'atomes anthropoïdes que par commodité j'appelle toi Juliette. » Pardon, la meuf elle craque, vous comprenez?
Ou alors, qu'importe que tu sois belle ou gentille, Juliette, si tout entière tu es branchée, honnête ou honnête, viens mon haut débit, viens ma bonne connexion, je t'ouvrirai sous Windows ou je t'ouvrirai sous DOS si tu préfères, laissons tout Wi-Fi et connectons-nous en direct, écran tactile, laisse-moi caresser tes pixels faciaux. Voilà. On a tous compris que l'amour, c'est autre chose et qu'un seul baiser suffira à renverser toutes ces idéologies. Voilà, donc deuxième chose, c'est l'amour dont on a besoin. Un troisième point culturel, c'est Hannah Arendt qui disait qu'au cœur de la civilisation occidentale, il y avait un mot latin qui résumait un peu tout l'aspect de la civilisation, c'était le mot colere. Colere veut dire cueillir, rassembler, réunir. Et ce mot-là a donné 3 mots en français, agriculture, le rapport à la terre. Et toute la crise écologique se situe là derrière. Deuxième chose, la culture, le rapport des hommes entre eux. Et la troisième chose, le culte, le rapport avec Dieu. Et que si on atrophie ou si l'on oublie un de ces 3 aspects, on n'a plus de civilisation. L'agriculture, la culture et le culte. La culture étant non pas l'acquisition de connaissances de manière indéfinie, mais étant ce qui permet à l'être humain de s'humaniser de plus en plus dans cette intériorité dont Bertrand parlait très justement tout à l'heure. Voilà. Et puis le dernier point que j'aimerais relever ici, on pourrait être tenté parfois un petit peu comme Coëlette. Vous savez que le roi Coëlette veut dire celui qui est chargé d'unifier et de garder et d'assurer l'unité. C'est le mot Coëlette en hébreu veut dire unifier et rassembler. Coëlette commence son discours par vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ça, il y a un bon dépressif qui est là, un petit peu de Prozac lui ferait du bien, et peut-être qu'un certain séjour au bord de la mer peut-être pourrait le réveiller. Ça dépend de quelle région d'ailleurs. Voilà. Et alors, quand on prend en hébreu, en fait, c'est pas du tout ça. En hébreu, ça se dit Hevel Havalim. Hevel Havalim, c'est buée de buée, en fait. Mais Hevel, c'est le nom de Abel. Alors un juif, quand il lit ce texte, il se dit attention, attention. Si on a trouvé Abel, il va falloir trouver Caïn. Et peut-être que la question n'est pas celle d'un dépressif qui se dit que tout est foutu, mais peut-être de quelqu'un qui est en train de nous dire comment vais-je réunifier l'humanité, assumer ma mission de garantir l'unité de mon royaume. Et il se rend compte qu'il y a 2 manières. Il y a la manière d'Abel, Abel de Abel, tout n'est qu'Abel. Qu'est-ce que Caïn? Alors pour que la lecture qu'on appelle midrashique en hébreu puisse s'opérer, il faut trouver Caïn dans le texte. Caïn, Kahal en hébreu, se trouve au chapitre 2 de ce texte de Coëlette, où tout d'un coup, le roi dit, mais j'ai acquis des terrains, j'ai acquis des esclaves, j'ai acquis des serviteurs, j'ai acquis des femmes. Et tout ça, ça ne sert à rien. J'ai acquis, c'est le mot Caïn. Caïn, j'ai acquis des esclaves, des serviteurs, des femmes. C'était la même chose à l'époque, sans doute pour lui, le roi. Donc c'était quelqu'un sur qui j'ai domination et j'ai pouvoir, et je mets la main sur quelqu'un et j'acquiers. Et alors, le texte de Coëlette n'est pas tellement celui d'un désespéré que le cri d'un prophète qui est en train de dire « faites gaffe ». Ou vous bâtissez selon Abel, le monde, ou vous bâtissez selon Caïn. C'est-à-dire, ou vous bâtissez selon le premier nom de Abel, qui revient dans l'Écriture sainte, dans la Genèse, c'est pas Abel. Et Caïn eut un frère, et son nom était Abel. Ce qui caractérise Abel, c'est qu'il est frère. Voyez-vous? C'est une fraternité qui est là. Et puis après, il a un prénom, il s'appelle Abel, Abel Bué, c'est-à-dire celui qui passe sans rien salir en quelque sorte, sans rien détruire. Il a son troupeau, il en vit, très justement, mais il ne va rien détruire. Et Caïn, c'est celui qui acquiert en permanence, et qui détruit tout jusqu'à tuer son frère pour préserver son acquérance en quelque sorte. Voyez-vous? Eh bien, je crois que c'est l'ultime situation, non pas de comprendre comme on le comprend parfois, vanité des vanités, tout n'est que vanité, dans le cas d'un cri d'un désespéré, mais comme l'interpellation d'un prophète qui nous dit aujourd'hui, ou vous bâtissez selon Abel, ou vous bâtissez selon Caïn, ce monde, et Caïn, ce sera la mort du frère, et Abel, ce sera la vie de tous. Merci Nicolas. Mark Twain disait que l'anxiété anticipatoire, ça ne servait à rien parce que anticiper les catastrophes, c'était toujours s'exposer à ce que ce soit une qu'on n'ait pas prévue qui arrive. Peut-être qu'on peut rester sur cette note d'espérance. Je remercie beaucoup tous les intervenants qui sont